Septembre n'était plus que dans quelques jours. Emmanuel Souza regardait par la fenêtre du couloir de l'hôpital et regardait les moineaux jouer dans les flaques d'eau de la cour. Un chat marchait lentement le long du mur, se dirigeant droit vers les moineaux. Il s'accroupit et s'apprêtait à sauter. Emmanuel remarqua le chat, ouvrit la fenêtre et cria au petit chasseur rayé. Le chat et les moineaux se sont dispersés, provoquant une grande agitation dans la cour de l'hôpital. « Pourquoi fais-tu autant de bruit ?» demanda une infirmière de passage, irritée. « C'est un moment calme. Ne dérange pas les autres patients. Allez, va dans ta chambre. » Emmanuel sourit, sortit un morceau de papier de sa poche et le montra à l'infirmière. « J'ai déjà été libéré, a-t-il expliqué. J'attends mon mari et je m'excuse pour le bruit. Je ne recommencerai pas. » L'infirmière lui a demandé de descendre et d'attendre son mari dans le hall principal. Emmanuel descendit docilement les escaliers. Quelques minutes plus tard, elle était assise sur une chaise inconfortable, caressant son ventre arrondi. Les gens passaient, allaient et venaient, ouvraient et fermaient la porte d'entrée. Emmanuel regardait leur visage, s'attendant à voir parmi eux son mari Leonardo, mais il n'était pas encore arrivé. Emmanuel a regardé sa montre pour la 100e fois et a décroché le téléphone pour appeler un taxi, mais a abandonné lorsqu'il a vu deux filles assises à proximité. Ils parlèrent doucement, se penchant l'un vers l'autre, mais Emmanuel parvint à entendre la majeure partie de la conversation. « Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de ce bébé », a déclaré l'une des filles en regardant son ventre avec dégoût. « Le CIO boit beaucoup et ne travaille nulle part, et je dois travailler du matin au soir dans 2 emplois. Ma mère avait raison, je ne devrais pas avoir l'enfant maintenant, mais CIO a dit non, que c'était un grand péché de faire ça. » Son compagnon fit la grimace et répondit. Ils disent que c'est très difficile après. Vous n'arrivez pas à dormir et vous contractez toutes sortes de maladies. C'est une chose terrible. La première fille sourit amèrement, mais devint bientôt sérieuse et regarda son compagnon. Ce n'est pas un péché d'avoir un enfant qu'on ne peut pas subvenir aux besoins. Ce n'est pas terrible d'avoir un salaire inférieur au minimum. J'ai une petite chambre dans un dortoir et aucun espoir d'un avenir meilleur. Je maudis tous ces humanistes qui parlent de le péché et la souffrance. Ils devraient soutenir les gens comme moi. La jeune fille murmura autre chose, mais Emmanuel ne put l'entendre. Elle se leva de sa chaise, attrapa son manteau dans le placard et partit. Malgré la journée chaude et ensoleillée, Emmanuel se sentait sombre et froid à l'intérieur. La conversation entre les deux inconnus la rendait inquiète pour l'avenir, même si Emmanuel était sûr que tout irait bien. Elle et son mari Leonardo travaillaient pour la même entreprise, et ils gagnaient suffisamment d'argent pour subvenir aux besoins non seulement d'un enfant, mais même de tripler si nécessaire. Emmanuel gagnait également bien et était déjà financièrement indépendant. Malgré tout, elle ressentait quelque chose de très mauvais en elle, une sorte de désespoir. C'était comme si j'étais seule sur une autre planète. Assise dans un taxi, elle regardait les maisons avec nostalgie. Les mêmes gens tristes et sans trait y vivaient. Ils ont vécu, se sont réjouis, ont souffert, ont aimé, ont souffert et sont morts. Emmanuel ne s'était jamais soucié d'eux auparavant, mais maintenant, tout à coup, il s'intéressait à eux. J'étais comme eux et personne ne se souciait de moi non plus, pensa Emmanuel en regardant à nouveau par la fenêtre. Lorsqu'il était enfant, son plus grand rêve était d'avoir un père. Au lieu de cela, elle avait tante Mara. Mara a adopté le petit Emmanuel lorsque sa mère est décédée. Tante Mara ne savait rien du père d'Emmanuel. Sa sœur Carolina était réservée et ne parlait jamais de sa vie personnelle. De plus, elle vivait dans une autre ville et ne voyait sa sœur que quelques fois par an. Carolina a donné naissance à Emmanuel hors mariage. Pour subvenir aux besoins de sa fille, il a contracté d'énormes dettes qu'il n'a jamais pu payer. Malheureusement, Carolina a tout abandonné, prenant quelque chose pour dormir pour toujours. Après les funérailles de sa sœur, Mara a adopté sa nièce orpheline et a fait tout ce qu'elle pouvait pour remplacer sa mère. Elle a réussi, quand Emmanuel a commencé à parler, il a commencé à appeler Mara mère, la récompensant pour tous ses efforts. Lorsqu'elle atteignait l'âge scolaire, Emmanuel demandait souvent à sa tante pourquoi il n'y avait pas d'homme dans sa maison. Tous ses camarades de classe parlaient de ses parents, de ses frères aînés, de ses oncles et de ses grands-parents, mais Emmanuel n'avait que Mara et personne d'autre. Les hommes n'ont jamais prêté attention à Mara. Alors elle haussa les épaules et rit. « Quand tu seras grande, tu pourras avoir un mari. » Même si, honnêtement, je préférerais un chien ou un chat, fut sa réponse typique. Emmanuel était un enfant,
donc il ne comprenait pas de quoi Mara parlait. Mais le temps a passé, au lycée puis à l'université, elle a découvert ce qu'était l'amour, l'affection et les séparations, mais tout cela a fini par être trivial et d'une naïveté enfantine lorsqu'elle a rencontré Leonardo, son futur mari. C'était à l'époque où Emanuele avait déjà obtenu son diplôme et obtenu un poste de manager dans une grande entreprise. Elle vivait toujours avec sa tante dans un petit appartement, ne voulant pas déménager ailleurs, soit à cause de son fort attachement à Mara, soit parce que l'appartement était trop proche de son bureau. Un jour, en rentrant chez lui après le travail, Emanuele s'est arrêté au parc d'attractions, a marché le long de la promenade, a caressé les chiens errants et s'apprêtait à rentrer chez lui lorsqu'il a remarqué un garçon assis par terre. C'était fin septembre, mais le garçon n'était pas habillé convenablement pour le temps. Il portait un pull en laine en lambeaux, un jean sale et des baskets déchirées. Mais ce n'était pas son apparence qui la choquait, mais ses yeux, qui regardaient avec impatience les chiens manger la saucisse. Il semblait à Emanuele qu'il était sur le point d'attaquer les chiens et de voler leur nourriture. Sentant le regard de la jeune fille sur lui, il détourna le regard des chiens et essaya d'avoir l'air sérieux. Il s'assit de manière imposante, croisa les jambes et fit nonchalamment signe à Emanuele. Elle s'est approchée, s'est assise à côté de lui et lui a demandé ce qui s'était passé. Rien, juste me détendre, regarder le coucher du soleil, dit le garçon en plaisantant et il rit. Mais ensuite, une forte toux sortit de sa gorge et le fit plier de douleur. Tu pourrais avoir une pneumonie, dit Emanuele lorsque le garçon eut fini de tousser. Vous devriez consulter un médecin avant qu'il ne soit trop tard. Le jeune homme essaya à nouveau de paraître sérieux et agita négligemment la main. C'est bon, ça m'arrive parfois, a-t-il expliqué. Emmanuel hocha la tête et remarqua une boîte avec des pièces de monnaie à côté de ses pieds. Le garçon a immédiatement donné un coup de pied dans la boîte, mais il était trop tard, la fille l'avait vu. Je vois que tu es sans abri, réalisa Emanuele en secouant la tête. Alors qu'est-ce qui t'est arrivé? Le garçon a commencé à s'excuser en disant qu'il allait bien et qu'en fait, il n'était pas sans abri. Il cherchait juste une aventure et voulait vivre dans la rue pendant un moment, juste par ennui. Donc, je vais bien, et il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ne finit-il pas sa phrase, alors que la toux revenait, encore pire qu'avant. Il tomba à genoux et se serra la poitrine, essayant d'engourdir la douleur insupportable. Emanuele a couru pour l'aider et, lorsqu'il a touché sa main, il a immédiatement éloigné sa paume. Le garçon était chaud comme un fer chaud. D'accord, viens avec moi, dit sévèrement Emanuele en tenant le pauvre homme par la taille. Nous devons baisser votre température immédiatement, sinon vous ne survivrez pas avant le matin. Elle a appelé un taxi, a fait monter le garçon à l'intérieur et a dit au chauffeur de conduire le plus vite possible. En arrivant chez lui, Emanuele a couché le malade et l'a forcé à prendre des antipyrétiques. Au fait, je m'appelle Leonardo, dit le garçon en plissant les yeux sous la lumière vive. Quel est le tien? Emanuele prononça son nom et le garçon s'endormit en répétant le nom d'Emanuele plusieurs fois. Le lendemain matin, Leonardo récupéra un peu. La fièvre qui le gênait depuis des jours avait disparu et la toux ne le gênait plus autant que la veille. Au petit déjeuner, alors qu'Emanuele servait au lit, Leonardo lui avoua qu'il n'était pas un aventurier, mais une victime d'un vol. Il a déclaré qu'il était arrivé en ville pour postuler à un emploi il y a 2 semaines et qu'il avait été accueilli à la gare par un chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi lui a proposé un tarif très bon marché et il a accepté. Le chauffeur de taxi l'a emmené sur un terrain vague à l'extérieur de la ville, où l'attendaient ses amis. Ils ont violemment agressé Leonardo, lui ont volé tout ce qu'il possédait, y compris ses vêtements, et l'ont laissé là. Mais pourquoi n'es-tu pas allé voir la police, a demandé Emanuele. Ces salauds doivent avoir quitté la ville maintenant. Je l'étais, répondit sombrement Leonardo. Je suis allé voir la police dès que j'ai repris conscience. Mais ils ont refusé d'accepter mon rapport. Ils ne m'ont pas cru et ont dit que apparemment je les avais tous bu et que j'inventais maintenant des histoires. Dites-moi, est-ce que j'ai l'air un ivrogne? Emanuele regarda le visage pâle de Leonardo et secoua la tête. Je ne pense pas, a-t-elle répondu, même si je peux me tromper. Leonardo rit et commença à lui parler de ses parents, qui vivaient dans un village, de ses années d'école et d'université, et de bien d'autres choses qu'il souhaitait depuis longtemps partager avec quelqu'un. Emanuele écoutait en silence son long et franc monologue pendant qu'il vaquait à ses affaires, et Leonardo continuait de parler. « Où sont tes parents » demanda soudain Leonardo, mettant Emanuele mal à l'aise. « Je n'ai pas de parents » répondit Emanuele après une brève pause. « Je n'ai qu'une seule tante. Elle n'est pas en ville en ce moment,
donc la rencontrer devra attendre. Leonardo voulait poser des questions sur ses parents, mais il jugeait cela inapproprié et resta donc silencieux. Grâce aux soins d'Emanuele, le garçon s'est complètement rétabli en quelques jours. Emanuele lui a prêté de l'argent pour retrouver son identité et louer un appartement, et lui a promis qu'il essaierait de lui trouver un emploi dans l'entreprise où il travaillait. Après quelques jours, sa tante revint. Elle remarqua qu'Emanuele avait beaucoup changé pendant son absence et demanda ce qui s'était passé, mais Emanuele sourit mystérieusement. Elle ne voulait rien dire à propos de Leonardo, du moins jusqu'à ce qu'ils se remettent sur pied et que leur relation soit claire. Emanuele n'a pas eu à attendre longtemps. Un mois plus tard, Leonardo a reçu son premier salaire et a invité Emanuele dans un restaurant, où il a proposé. Puis vint le mariage, le déménagement dans un nouvel appartement et la nouvelle qu'elle était enceinte. Tout allait si vite qu'Emanuele en avait la tête qui tournait. Constance n'est revenue dans sa vie qu'à l'hôpital, où Emanuele s'est rendue pour un contrôle avant d'accoucher. Là, en discutant avec d'autres femmes enceintes et médecins, elle réalisa que son plus grand bonheur était encore à venir, tout le reste n'était qu'un prélude. En arrêtant un taxi sur le chemin du retour, Emanuele a demandé au chauffeur de l'emmener au bureau. Elle n'était pas là depuis presque un mois. L'environnement de travail et ses collègues lui manquaient, et il voulait voir les leurs aussi. Dès son arrivée, il avait envie d'entendre toutes sortes de félicitations, d'éprouver des regards surpris, peut-être même envieux. Emanuele n'a jamais été ambitieuse, elle n'aimait pas vraiment la publicité et ne prêtait pas beaucoup d'attention aux opinions des autres, mais maintenant, pour une raison quelconque, elle voulait être sous les projecteurs. La grossesse en était probablement la cause. Une fois sur place, Emanuele a payé le trajet, a grimpé les marches glissantes et a ouvert la porte d'entrée de l'immeuble de bureau. Une fois à l'intérieur, elle fut surprise de voir le hall vide. Elle a demandé à l'agent de sécurité où se trouvaient tous les gens. C'est une journée courte, a expliqué l'homme, sans quitter la télévision des yeux. C'est des vacances. Emanuele s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas obtenir plus d'informations du gardien, a dit qu'il avait besoin de quelques effets personnels et s'est rendu au 2e étage. Les escaliers et les couloirs étaient inhabituellement calmes et sombres, comme si le bâtiment avait été abandonné. Alors qu'il approchait de la porte de son bureau, Emanuele s'arrêta, se demandant s'il voulait entrer ou non. Soudain, elle se rappela qu'elle n'avait pas les clés et, souriant de son propre manque de mémoire, elle était sur le point de partir, lorsque le silence fut brisé par les gémissements de quelqu'un. Emanuele marchait lentement, essayant de ne pas faire de bruit avec ses talons sur le sol. Les gémissements venaient du bureau du PDG. Emanuele a regardé par le trou de la serrure et n'a rien vu, mais elle a entendu une voix d'homme, et cette voix lui était très familière. Leonardo, pensa Emanuele, incrédule. Non, ça ne peut pas être lui. Elle frappa à la porte, saisit la poignée et osa entrer. La scène qu'il a vue ressemblait à une pièce de théâtre idiote, ce qui ne pouvait pas être vrai. Il n'y avait que 2 personnages dans cette pièce, son mari, Leonardo, et la fille du PDG, Patricia. Tous 2 étaient à moitié nus. Lorsqu'ils virent Emanuele, ils se couvrirent de ce qu'ils trouvèrent. Leonardo, s'est exclamé Emanuele en regardant son mari et Patricia. Que se passe-t-il ici? Leonardo, se couvrant d'un dossier, enfila son pantalon et tendit la main vers sa femme. Je peux tout expliquer, s'est-il exclamé, tandis que Patricia, toujours nue, lui disait, attends, bon sang, ne me regarde pas comme ça. Malgré cela, Emanuele continuait de regarder son mari avec des yeux vitreux et restait silencieuse. Puis, elle frappa de toutes ses forces du poing l'ordinateur posé sur la table et recula vers la porte. Comment as-tu pu me faire ça, balbutia-t-elle, essayant de ne pas pleurer. Et quand est-ce que ça a commencé? Quand j'étais à l'hôpital, ou avant? Leonardo a couru vers sa femme, mais l'a vite regretté, car il a reçu une gifle qui lui a instantanément brûlé le visage. Merde, Leonardo, murmura Emanuele par-dessus son épaule. Je ne te le pardonnerai jamais. Elle est sortie en courant de la pièce, a rapidement dévalé les escaliers et a quitté le bâtiment, effrayant l'agent de sécurité par son comportement. C'était comme si quelqu'un avait versé de l'azote liquide sur la poitrine d'Emanuele. Elle n'avait jamais ressenti un rhume aussi mortel à l'intérieur. Le monde autour de lui avait changé. Les maisons grises paraissaient encore plus grises et plus sales. Les oiseaux étaient silencieux et les passants avaient des visages sombres et flous. Ces fantômes ont poursuivi Emanuele jusqu'à chez lui. Elle entra dans l'appartement, tomba à genoux et pleura. Mara a tout de suite tout compris et s'est assise silencieusement par terre à côté d'Emanuele. Ils restèrent longtemps assis ainsi.
Emanuele n'arrivait pas à se calmer, la blessure, la haine et l'incompréhension la détruisaient. Soudain, comme un couteau, une terrible douleur traversa le bas-ventre d'Emanuele. Elle tomba sur le dos et se tenait le ventre avec ses mains, criant de douleur. La douleur aiguë ne s'est pas arrêtée et Emanuele était sur le point de perdre connaissance. Mara s'est rendu compte que sa nièce allait accoucher et a couru appeler une ambulance. À son retour, Emanuele était déjà inconscient. Emanuele ne se souvenait de rien du processus de naissance, tout était flou. Lorsqu'elle est revenue à elle, une infirmière lui a dit qu'elle avait eu un garçon et lui a demandé si elle voulait le voir. Emanuele secoua la tête et se couvrit d'une couverture. « Tu as eu un accouchement si difficile et tu ne veux même pas voir le bébé ?» demanda l'infirmière, choquée. Emanuele leva la tête, regarda l'infirmière avec colère, la faisant taire, et leur demanda d'amener son fils. L'infirmière a amené le bébé et a immédiatement quitté la pièce. Emanuele commença à bercer le bébé dans ses bras et pleura en regardant le petit être humain qui lui tendait les bras. Soudain, elle se souvint de la récente conversation entre les deux filles sur un destin difficile. Aujourd'hui, elle se retrouve dans la même situation. Emanuele n'avait plus de mari, et évidemment il n'avait plus de travail non plus. Elle ne savait pas quoi faire. Elle évitait les rencontres avec son mari, ou plutôt maintenant avec son ex-mari. Il n'est apparu qu'une seule fois dans sa vie. Elle a reçu une lettre de Léonard lui demandant pardon. Sans lire la lettre jusqu'au bout, Emanuele l'a brûlée, ainsi que tous les ponts qui la liaient à son ex-mari. Elle a quitté son emploi une semaine après son retour et, quelques mois plus tard, sa camarade d'école, Juliana, a invité Emanuele à travailler par rotation dans une usine de poissons dans le nord du pays. Juliana y travaillait depuis près de 3 ans et grâce à ce travail, elle a trouvé un mari. « Peut-être que toi aussi tu trouveras quelqu'un », suggéra discrètement Juliana, en apprenant ce qui était arrivé à Emanuele. Il y a beaucoup de grands hommes dans le nord du pays. Ils sont tous en bonne santé et forts, pas comme les gars d'ici. Emanuele n'avait aucun intérêt pour la romance. Elle voulait simplement s'assurer que son fils ait une enfance décente et que tante Martha ait une vieillesse confortable. Elle a immédiatement dit oui parce que le salaire était décent. Même le poste de femme de ménage ne la dérangeait pas. Elle savait que le travail à l'usine de poissons serait très dur, mais en apprenant qu'elle gagnerait 3 fois plus qu'avant, Emanuele était prête à y aller immédiatement. Après avoir fait ses valises et laissé son fils Felipe aux soins de sa tante Martha, Emanuele est parti vers le nord. Il a travaillé dur, rêvant d'un avenir radieux, essayant d'oublier le passé. Mais le passé revint dans sa vie comme une tempête. Un jour, Mara l'appelle pour lui annoncer une nouvelle choquante, son ex-mari, Leonardo, a été arrêté. Que entendez-vous par arrêté? Que s'est-il passé? Emanuele était choquée. Sa tante savait seulement ce qu'elle avait entendu. Elle hésita un instant, essayant de se souvenir de tous les détails. On dit qu'il a accepté un poste important dans l'entreprise, en tant que directeur, je pense. Il semblait avoir réussi, mais bon, Dieu se souvient des vieux péchés. Il y avait un prix à payer pour tout cela. Leonardo a été accusé de problèmes économiques. Crime et condamné à 7 ans de prison. Ils disent que l'entreprise n'existe même plus. Emanuele imaginait son ex-mari en prison et se sentait mal. Elle ne lui souhaiterait certainement pas cela. Je m'en fiche. C'est fini entre nous. Pourquoi m'as-tu dit ça? Pour que je me sente désolé pour lui ou quelque chose comme ça? Répondit-elle avec irritation. Mara a murmuré au téléphone qu'elle voulait juste partager la nouvelle avec elle, mais Emanuele n'écoutait plus. Elle mit son téléphone dans sa poche et leva les yeux vers le ciel clair du nord. Une pensée étrange et inattendue lui vint à l'esprit, peut-être, quelque part au loin, à l'autre bout du pays, Léonard regardait aussi le ciel et pensait à elle. Emanuele chassa cette pensée de sa tête et se remit au travail, ramassant la vadrouille tombée. La pensée de son ex-mari disparut aussi soudainement qu'elle était venue. Cette année se sont écoulées et la peine de prison de Leonardo a pris fin. Il est sorti par les portes de la prison accompagné du gardien. Leonardo inspira profondément l'air froid de décembre, se tourna vers le garde et lui dit au revoir. Il leva les mains en l'air et sourit. C'est fini. Je suis un homme libre maintenant. Écria-t-il à pleine voix. Leonardo se tourna et descendit rapidement la route qui menait à la gare routière, sans se retourner. Il a dormi tout le trajet dans le bus. Il a ouvert les yeux et regardé par la fenêtre seulement lorsque le vieux bus s'est arrêté en grinçant. La ville a beaucoup changé au cours de toutes ces années. Assis à une table dans un café,
mangeant avec voracité du poulet grillé, Leonardo réfléchit à ce qu'il ferait ensuite. Il n'avait nulle part où aller. Ses parents étaient décédés 2 ans plus tôt, presque simultanément. Son père est décédé le premier, et après quelques mois, sa mère est également décédée. Leur maison était probablement dans un état lamentable en ce moment. Cela ne servait à rien d'y retourner. Bien sûr, il pourrait chercher un emploi en ville, mais Leonardo savait que ce serait une perte de temps. Presque personne ne voudrait embaucher un ancien détenu reconnu coupable de délits économiques. Complètement absorbé par ses sombres pensées, il oublia le poulet et s'en serait à peine souvenu si une petite main n'avait pas rampé jusqu'à la table pour le ramasser. Leonardo tenait la main du garçon et regardait le petit voleur directement dans les yeux. « Seigneur, laisse-moi partir. »« Je ne le ferai plus, » dit le garçon d'un ton suppliant en reniflant son nez. L'homme a relâché ses doigts et le garçon a immédiatement couru vers la sortie, mais a trébuché sur un pied de table et est tombé, renversant plusieurs assiettes. Le propriétaire du restaurant s'est immédiatement levé, menaçant d'arracher les oreilles du garçon. Il l'aurait probablement fait, mais Leonardo l'en a empêché. « Laissez partir le garçon, » dit-il en tendant de l'argent au propriétaire. « C'est ma faute. J'ai fait peur au garçon. » Leonardo invita le garçon à sa table et poussa une assiette de poulet vers lui. Le garçon dévora rapidement le poulet et bientôt il ne resta plus rien dans l'assiette. « Quand as-tu mangé pour la dernière fois ?» a demandé Leonardo au garçon. Le garçon leva sa paume, pliant 3 doigts tachés de graisse, et la montra à Leonardo. « Il y en a 3, répondit-il doucement. L'homme a demandé au serveur d'apporter plus de nourriture et a commencé à interroger le garçon sur sa vie. « Je m'appelle Felipe, » se présenta-t-il en premier. « Je vis avec ma mère. Ma grand-mère vivait avec nous, mais elle est décédée récemment et ma mère est tombée malade. Elle est alitée maintenant. J'ai peur qu'elle meure aussi, tout comme grand-mère. » Il fut interrompu par le serveur, qui apporta et plaça devant lui un bol de soupe chaude. Felipe attrapa la cuillère avec son poing et commença à manger rapidement. « Ne mange pas si vite, c'est mieux, » lui dit Leonardo. « Felipe, tu sais, aujourd'hui est un jour important pour moi. Je suis sorti de prison aujourd'hui. » Felipe le regarda effrayé. « Et alors ? Qu'est-ce que la prison ?» L'homme était confus par la question et ne savait pas quoi dire. Puis il répondit brièvement. « La prison n'est pas un bon endroit. Ce serait mieux si vous ne saviez jamais ce que c'était. »« Mon père est également en prison, » dit soudain Felipe. « Je l'attends depuis longtemps, mais il n'est pas encore revenu. Maman dit que c'était un imbécile de finir là. » Leonardo rit, sortit de l'argent de sa poche, compta quelques billets et les posa sur la table. « C'est pour toi, Felipe, » il tendit quelques notes au garçon. « Achète des médicaments pour ta mère. »« Comment s'appelle-t-elle » Le garçon garda l'argent et sourit. « Emmanuel, » répondit-il. « Et le nom de famille est Souza. »« Je m'appelle aussi Souza. » Felipe a rapidement remercié l'homme et a couru vers la sortie. Leonardo le suivit, le rattrapa à la sortie et le tint par l'épaule. « Felipe, tu ne le croiras pas » s'exclama-t-il en s'accroupissant. « Je connais ta mère. Nous travaillons ensemble. Je suis son ami, tu sais ? J'ai besoin de la voir. Tu m'emmèneras chez elle, n'est-ce pas ?» Felipe a hésité, mais a ensuite accepté de ramener Leonardo chez lui. Leonardo le suivit, avec un ouragan dans la tête et quelque chose qui lui faisait mal à la poitrine. Le garçon le conduisit à un dortoir de 3 étages qui appartenait autrefois à un collège. Désormais, le collège n'existait plus et le dortoir était habité par toutes sortes de citoyens à faible revenu, orphelins, personnes handicapées et retraités. Leonardo a eu du mal à ouvrir la porte coincée, a laissé Felipe entrer le premier et s'est retrouvé dans un bâtiment humide et sentant le moisi. « C'est ici que nous vivons », dit Felipe en souriant tristement. « Maman a dit que nous avions un grand appartement, mais elle et grand-mère ont vendu l'appartement et ont emménagé ici parce que nous avions besoin d'argent. » Le garçon termina son histoire en se dirigeant vers la porte. Il l'ouvrit et entra. Leonardo entra aussi. La pièce, comme il le remarqua, était assez petite, un peu comme sa cellule de prison. Il y avait un vieux lit à côté du radiateur, près de la fenêtre, où était allongée son ex-femme, Emanuele, recouverte d'une couverture. Un lit similaire, appartenant apparemment à Felipe, se trouvait contre l'autre mur. Une petite table basse, remplie de flacons de médicaments vidés de quelques livres, complétait cet intérieur modeste.
Maman, maman, ton ami est là pour te voir, cria Felipe en caressant la main de sa mère. Il m'a donné de l'argent. Regardez. Le garçon sortit l'argent de sa poche et le posa sur la table, puis s'assit sur le lit et attendit de voir ce qui allait se passer ensuite. Emanuele regarda avec des yeux endormis Leonardo, qui se tenait devant lui, et cria. « Que fais-tu ici? Comment m'as-tu trouvé ?» Leonardo a montré Felipe et lui a ensuite demandé de jouer dans le couloir avec une petite voiture. Lorsqu'ils furent seuls dans la pièce, l'homme s'assit par terre et resta longtemps silencieux. « Mais tu sais, Emanuele, dit-il sans lever les yeux de ses yeux larmoyants. Quand j'étais en prison, je pensais à quel point c'était grave. Je pensais aussi à la trahison et à la façon dont j'avais été piégé dans l'entreprise. C'est Patricia et son père qui m'ont piégé, mais c'était juste. Karma a attrapé avec moi, j'ai eu ce que je méritais pour mon mal. Je voulais rentrer chez moi, être libre, je voulais commencer une nouvelle vie. Je rêvais qu'à ma sortie de prison, tout serait comme avant, ou même mieux. Je voulais retourner en prison. Les salopards comme moi ne méritent pas d'être ici, pas même en enfer. Vous dites des choses terribles, répondit Emanuele d'une voix rauque. Je suis désolé pour Felipe. Qui prendra soin de lui? Martha est partie. Il n'y a plus personne pour prendre soin de lui. Il ne reste que moi et je vais bientôt mourir. Mais ne sois pas ridicule, marmonna Leonardo. Tu es encore très jeune. Ce n'est pas ton heure de mourir, mais tu ressembles à une vieille femme. Il regarda Emanuele et elle pleura, n'en pouvant plus. Je me demandais si tu m'avais oublié ou pas, soupira Leonardo en se couvrant le visage avec ses mains. C'était important pour moi de le savoir. Parfois, je sortais dans la cour, je regardais le ciel et je pensais à toi. À qui d'autre pourrais-je penser? Tu m'as sauvé la vie, et c'est ainsi que je remercie ta gentillesse. Je t'ai pardonné, sanglotait-elle. Je t'ai pardonné il y a longtemps. Leonardo l'a recouverte d'une couverture, appelée Felipe, qui jouait devant la porte, et l'a assis sur ses genoux. Saviez-vous que je suis votre père? Demanda-t-il en regardant sérieusement les yeux du garçon, qui étaient aussi verts que ceux de Leonardo. Felipe regarda Leonardo avec incrédulité puis regarda sa mère. Papa, a-t-il demandé à nouveau. De prison? Leonardo et Emanuele acquiescèrent simultanément. Oui, a répondu Emanuele. Ouais, a crié Felipe en sautant à terre. Papa est de retour. Maintenant j'ai un papa. Il courait dans la pièce comme un petit agneau. Leonardo et Emanuele le regardaient s'embrasser, ne sachant pas s'ils devaient rire ou pleurer. À la fin du mois, après avoir remis Emanuele sur pied, Leonardo a déménagé avec Felipe dans la maison de ses parents, dans le village. La maison avait vraiment besoin de réparation, alors il a décidé de la rénover au printemps suivant. En attendant, il y avait d'autres choses dont il fallait s'inquiéter, il devait trouver un travail et mettre Felipe à l'école. Son voisin, Gustavo, a aidé Leonardo à trouver un emploi. Il a proposé à Leonardo un emploi d'agent d'entretien dans sa scierie et lui a promis un bon salaire. Leonardo a immédiatement accepté l'offre. Gustavo lui a donné à l'avance la moitié de son salaire et lui a fourni des matériaux de construction pour réparer la façade de la maison. C'est pour que tu répares le porche, le portail et peut-être la façade de la maison. Au printemps, j'apporterai plus de matériel, a expliqué Gustavo, en aidant Leonardo à décharger le matériel dans la cour. Leonardo l'a remercié et Gustavo est parti. L'homme a regardé autour de lui dans la cour et a appelé Felipe, qui jouait dehors. Eh bien, Felipe, Noël approche, dit-il en plaçant son fils sur ses genoux. Nous avons besoin d'un sapin de Noël. Les yeux de Felipe s'illuminèrent et il frappa dans ses mains de joie. Sapin de Noël. Sapin de Noël. Ouais. Allons dans les bois et abattons un arbre, a-t-il crié. Leonardo rit, secoua la tête et dit. Non, mon fils. Allons au marché et achetons un arbre là-bas. Appelle ta mère, allons-y tout de suite. Felipe a appelé sa mère et ils sont sortis ensemble par la porte tordue, souriant et riant.